Je dois commencer par vous avertir. Les sujets que nous allons aborder comportent certains risques. Des risques à la fois personnels et politiques. Il y a une ironie. La difficulté de ce cours, c'est qu'il vous enseignera ce que vous savez déjà. Il fonctionne en prenant ce qui nous est familier et que nous ne questionnons pas, et en le rendant étrange. Mais voici le risque. Une fois que le familier devient étrange, il ne sera plus jamais pareil. Clique maintenant sur le premier lien dans la description et inscris-toi au challenge Transformation. 4 jours de formation totalement gratuit pour transformer ta vie grâce à la reprogrammation du subconscient. Bon, j'en fais trop, mais le lien est dans la description. On continue. Le développement de vos principes moraux a commencé ici. Et c'est probablement arrêté ici. Dans cet épisode interactif avec le professeur Michael Sandel, vous allez être confronté à 3 dilemmes impossibles. Pourtant, vous allez devoir choisir. Et vous découvrirez ce que vos décisions disent de vous. Cet épisode va vous rendre plus intelligent, car une morale sous-développée ne veut pas dire que vous êtes méchant, mais juste un peu stupide, comme le disait Socrate, avec des mots un peu plus élaborés bien sûr. Et plus sérieusement, si vous n'avez pas eu la chance d'aller à l'université d'Harvard, alors considérez cet épisode comme un cadeau tombé du ciel. Et restez bien concentrés, parce qu'à la toute fin de cet épisode, je vous dirai comment passer de là à là, pour ne plus agir par peur de la punition ou pour la validation sociale, mais par pure conviction personnelle pour atteindre la liberté et un degré d'intégrité morale absolue. Rien que ça. C'est parti. Ceci est un cours sur la justice et nous allons commencer par une histoire. Imaginez que vous êtes le conducteur d'un tramway et que votre tramway avance à une vitesse de 100 km/h. Et au bout des rails, vous voyez 5 ouvriers en train de travailler sur les rails. Vous essayez de freiner, mais ça ne marche pas. Les freins ne fonctionnent pas. Vous êtes désespéré, parce que vous savez que si vous percutez ces 5 ouvriers, ils mourront tous. Disons que vous le savez, c'est une certitude. Et donc, vous vous sentez impuissant, jusqu'à ce que vous remarquiez que sur votre droite, il y a une voie secondaire. Et au bout de cette voie, il y a un seul ouvrier qui travaille sur les rails. Votre volant fonctionne. Donc, vous pouvez dévier le tramway, si vous le voulez, et aller sur la voie secondaire, tuant l'ouvrier seul, mais épargnant les 5 autres. Voici la première question. Quelle est la bonne chose à faire? Que feriez-vous? Faisons un sondage. Combien dévierait le tramway sur la voie secondaire? Levez la main. Combien ne le feraient pas? Combien iraient tout droit? Gardez la main levée, ceux qui iraient tout droit. Quelques personnes seulement, mais la grande majorité tournerait. Nous devons maintenant examiner les raisons qui vous poussent à penser que c'est la chose juste à faire. Commençons par ceux qui sont dans la majorité, qui tourneraient sur la voie secondaire. Pourquoi feriez-vous ça? Quelle serait votre raison? Est-ce qu'il y a un volontaire pour nous donner son avis? Allez-y, levez-vous. Je pense personnellement que ce n'est pas juste de tuer 5 personnes si on peut n'en tuer qu'une seule à la place. Ce n'est pas juste de tuer 5 personnes si on peut n'en tuer qu'une à la place. C'est une bonne raison. C'est une bonne raison. C'est une situation tragique, mais mieux vaut sacrifier une personne pour que 5 autres puissent vivre. Est-ce la raison qu'avaient la plupart d'entre vous, ceux qui tourneraient? Oui? Écoutons maintenant ceux qui faisaient partie de la minorité, ceux qui ne tourneraient pas. Oui. Eh bien, je pense que c'est le même type de raisonnement qui justifie le génocide et le totalitarisme, qui dit que pour sauver une certaine race, on peut en exterminer une autre. Donc que feriez-vous dans ce cas pour éviter les horreurs du génocide? Vous choisiriez de percuter les 5 ouvriers et de les tuer? Ça veut sûrement dire ça. Oui. C'est une réponse courageuse, merci. Maintenant, considérons un autre dilemme avec ce tramway.
Et demandons-nous si ceux d'entre vous qui étaient dans la majorité adhèrent toujours au même principe. L'idée qu'il vaut mieux sacrifier une personne pour en sauver 5. Cette fois, vous n'êtes pas le conducteur du tramway, vous êtes un simple spectateur. Vous vous tenez sur un pont, surplombant la voie ferrée. Et le long des rails, vous voyez le tram arriver. Au bout des rails, 5 ouvriers travaillent. Les freins ne fonctionnent pas. Le tramway est en train de foncer sur eux et va les tuer. Mais cette fois, vous n'êtes pas le conducteur et vous vous sentez totalement impuissant. Jusqu'à ce que vous remarquiez, juste à côté de vous, penché sur le bord du pont, un homme très très gros. Et vous pourriez juste le pousser un peu. Il tomberait du pont sur la voie. Sur la même voie que le tram. Il mourrait, mais ça sauverait 5 ouvriers. Maintenant, combien pousserait cet homme du pont? Levez la main. Combien ne le feraient pas? La plupart ne le feraient pas. Voici la question évidente. Qu'est donc devenu ce principe? Mieux vaut sauver 5 vies, même si cela signifie en sacrifier une. Qu'est donc devenu ce principe que presque tout le monde approuvait dans le premier cas? J'ai besoin d'entendre quelqu'un qui faisait partie de la majorité dans les 2 cas. Comment expliquez-vous la différence entre les 2 situations? Oui. Eh bien, je suppose que dans le premier cas, avec l'ouvrier seul et les 5 autres, c'est un choix entre ces 2 options. Et il faut prendre une décision, et des gens vont de toute façon mourir à cause du tram. Mais pas forcément à cause de votre action directe. Le tram est hors de contrôle, et vous prenez une décision en une fraction de seconde. Alors que pousser l'homme en surpoids, c'est un acte de meurtre direct de votre part. Vous avez le contrôle sur ça, tandis que vous n'avez pas le contrôle du tramway. Donc, je pense que c'est une situation légèrement différente. Non, c'est bien. Qui veut répondre? Est-ce que quelqu'un a un autre avis? Alors, je ne pense pas que ce soit un très bon argument parce que, dans les 2 cas, vous choisissez qui va mourir. Dans le premier cas, vous tournez pour tuer une personne, ce qui est une décision consciente de tourner. Et sinon, vous choisissez de pousser l'homme corpulent, ce qui est aussi une action active et consciente. Donc, quoi qu'il arrive, c'est votre choix. Vous voulez répondre? Je ne suis pas vraiment sûr que ce soit le cas. Ça semble toujours un peu différent. Le fait de pousser quelqu'un sur les rails et de le tuer. Car vous le tuez littéralement, de vos propres mains. Vous le poussez de vos propres mains. Vous le poussez, et c'est bien différent que de diriger quelque chose qui va au final causer une mort. Enfin, vous voyez, C'est bien. même si au final ça ne sonne pas très Non, juste c'est quand c'est dit intéressant. comme ça. Très bien. Quel est votre prénom? Andrew, Andrew, laissez-moi vous poser cette question. d'accord. Imaginons que sur ce pont, à côté de l'homme en surpoids, je n'ai pas besoin de le pousser. Supposons qu'il y a une trappe sous ses pieds. Une trappe que vous pouvez ouvrir, simplement en tournant un volant comme ça. Est-ce que vous le feriez? Eh bien, pour certaines raisons, je trouve que ça ne semble toujours pas juste. Je veux dire, éventuellement, peut-être que si on le tournait accidentellement, en s'appuyant dessus, ou un truc comme ça, C'est bien. Avant que vous ne découvriez le deuxième dilemme impossible, dites-nous dans les commentaires ce que vous auriez fait dans cette situation. Et laissez-moi vous poser une autre question. Est-ce que selon vous, il y a une réponse correcte à ce dilemme? Selon moi, la réponse est non. Un problème imparfait ne peut trouver de réponse parfaite. Mais une réponse parfaite ou un résultat parfait n'est peut-être pas l'objectif lorsqu'on parle de morale. Car, encore une fois, selon moi, la morale est à considérer comme un point d'équilibre entre émotion et logique. Ce qui veut dire qu'une morale bien équilibrée ne mènera pas toujours au meilleur résultat. Par exemple, chez les psychopathes, il y a un déficit du circuit de l'empathie, notamment une réduction de l'activité de l'amygdale. Donc, moins de peur et moins de compassion. Et moins d'activation du cortex préfrontal ventre-médian. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Prise de décision plus froide et calculatrice. Donc le psychopathe, qui est amoral et qui a une logique froide, pourrait voir comme évident de sauver 5 vies contre une en poussant de ses propres mains la personne qui se trouve sur le quai sans y voir le moindre problème, le moindre mal et sans ressentir de culpabilité. Et d'un point de vue purement logique, c'est le bon choix à faire.
parce que le résultat final, en termes de perte humaine, est meilleur. Mais lorsqu'on évalue la morale d'une personne, il est bien souvent plus pertinent d'analyser la justification que cette personne donne pour un acte commis, plutôt que l'acte en soi. Disons que 3 personnes différentes ont fait face au même dilemme avec l'homme en surpoids sur le quai et que ces 3 personnes ont tous pris la même décision, pousser l'homme en surpoids. L'acte en soi ne pourrait pas définir si ces 3 personnes manquaient réellement de morale, parce qu'encore une fois, c'est leur justification qui démontre leur type de morale. La première personne dit « J'ai fait un choix terrible, j'ai essayé de sauver le maximum de vies, mais ça me hante tous les soirs. » La première personne nous donne ici une justification morale. Maintenant, la deuxième personne dit « C'était une question de chiffres, j'ai optimisé le rendement tout simplement. » Ici, on a affaire à une justification amorale. Une personne amorale ne prend pas en compte la morale, c'est complètement hors de son cadre de pensée. La troisième personne dit « Je l'ai fait parce que ça m'amusait, et en plus, ça a aidé quelques connards, donc c'est tout bénef. » Là, on a affaire à une justification immorale que pourrait avoir un sadique, un tyran ou un pervers narcissique qui prend littéralement du plaisir à travers la souffrance des autres. Bon, on passe au dilemme impossible suivant et vous allez le voir, c'est de plus en plus compliqué. Imaginons maintenant un autre cas. Cette fois, vous êtes un médecin aux urgences. 6 patients viennent d'arriver. Ils étaient dans un terrible accident de tramway. 5 d'entre eux ont des blessures modérées et 1 est gravement blessé. Vous pouvez passer toute la journée à soigner ce patient gravement blessé. Mais pendant ce temps-là, les 5 autres mourront. Ou bien vous pouvez vous occuper des 5 autres et les sauver. Mais pendant ce temps-là, celui qui est gravement blessé, cette personne mourra. Qui choisirait de sauver les 5 personnes? Et maintenant, toujours en tant que médecin, qui choisirait de sauver le patient gravement blessé? Très peu de personnes apparemment. Juste une poignée de personnes. C'est pour la même raison qu'avant, je suppose. Une vie contre 5. Maintenant considérez un autre cas médical. Cette fois, vous êtes un chirurgien transplantologue. Et vous avez 5 patients, tous en attente urgente d'une greffe d'organes pour avoir la chance de survivre. L'un a besoin d'un cœur, un autre d'un poumon, un autre d'un rein, un autre d'un foie, et le dernier d'un pancréas. Mais il n'y a aucun donneur disponible. Ils sont sur le point de mourir sous vos yeux. Et puis, vous réalisez quelque chose. Dans la pièce d'à côté, il y a un homme en parfaite santé qui est venu faire un check-up. Et il... Ça vous fait rire. Il est en train de faire une sieste. Vous pourriez entrer bien discrètement, prélever ces 5 organes. Cet homme mourrait. Mais vous sauveriez 5 vies. Qui le ferait? Quelqu'un? Combien? Levez la main si vous le feriez. Prenons un peu de recul sur ces histoires et ces arguments, dans le but de révéler certains points concernant la manière dont ces arguments commencent à se développer. Certains principes moraux ont déjà commencé à émerger des discussions que nous avons eues. Et donc voyons à quoi ces principes moraux ressemblent. Le premier principe moral qui a émergé dans la discussion disait « La bonne chose à faire, la chose morale à faire, dépend des conséquences résultant de nos actions. En fin de compte, mieux vaut que 5 puissent vivre, même si cela signifie qu'une personne doit mourir. » C'est un exemple de raisonnement moral conséquentialiste. Le raisonnement conséquentialiste place la moralité dans les conséquences d'un acte, dans l'état du monde qui résultera de ce que vous avez fait. Mais ensuite, nous sommes allés plus loin, nous avons considéré d'autres cas. Et là, les gens étaient moins sûrs du raisonnement conséquentialiste. Quand certains d'entre vous ont hésité à pousser l'homme corpulent du pont ou d'arracher les organes d'un patient innocent, ils ont évoqué des raisons qui ne concernaient pas les conséquences
directe de l'acte, quelle que soit l'issue. Beaucoup étaient réticents. Ils pensaient que c'était tout simplement mal, fondamentalement mal, de tuer une personne innocente, même si c'est pour sauver 5 vies. Du moins la majorité pensait cela, dans la seconde version de chaque histoire considérée. Donc, cela nous amène à la deuxième forme de moralité possible, l'approche catégorique du raisonnement moral. Le raisonnement moral catégorique place la moralité dans certaines exigences absolues, dans des devoirs et des droits moraux catégoriques, peu importe les conséquences. La philosophie est une activité qui crée de la distance, parfois même une forme de paralysie. Et on peut voir cela si on remonte à Socrate. Dans le dialogue appelé Gorgias, l'un des amis de Socrate, Calliclès, tente de le détourner de la philosophie. Calliclès lui dit « La philosophie est un joli passe-temps, à condition d'en user avec modération et au bon moment dans la vie. Mais si vous vous y consacrez trop longtemps, cela vous mènera à votre perte. » Prends mon conseil, dit Calliclès. Abandonne ces débats stériles. Apprends ce qui compte vraiment dans la vie active. Prends pour modèle non pas ces gens qui passent leur temps à des querelles insignifiantes, mais ceux qui ont une bonne situation, une belle réputation et qui jouissent de nombreux privilèges. En d'autres termes, Calliclès dit à Socrate: arrête la philosophie, redescends sur terre, fais une école de business. Et d'une certaine manière, il n'a pas tort. Il n'a pas tort, car la philosophie nous éloigne des conventions, des croyances établies et des vérités qu'on pense acquises. Et ce sont les risques, à la fois personnels et politiques. Et face à ces risques, il existe une forme d'échappatoire. Le nom de cet échappatoire, c'est le scepticisme. C'est la pensée qui dit quelque chose comme « on n'a pas réussi à pleinement résoudre une fois pour toutes ni les cas, ni les principes que nous avons débattus au début. » Et si Aristote, Locke, Kant et Mill n'ont pas réussi à trancher ces questions durant toutes ces années, qui sommes-nous pour penser que nous, ici, dans ce théâtre à Sanders, durant le temps de ce cours, nous allons y arriver? Alors peut-être que la seule réponse possible, c'est que chacun a ses propres principes et qu'il n'y a rien d'autre à dire, qu'il n'y a pas de bonne manière de raisonner. Et c'est l'échappatoire du scepticisme. À cela, je répondrai ce qui suit. C'est vrai, ces questions sont débattues depuis très longtemps. Mais le simple fait qu'elles reviennent et qu'elles persistent montre que, bien qu'impossibles à résoudre, elles sont inévitables malgré tout. Et la raison pour laquelle elles sont inévitables, la raison pour laquelle on ne peut pas y échapper, c'est que nous vivons certaines des réponses à ces questions tous les jours. Donc le scepticisme, lâcher prise et abandonner toute réflexion morale n'est pas une solution. Aujourd'hui, et dans la suite de ce cours, nous allons commencer à examiner l'une des théories morales conséquentialistes parmi les plus influentes. Et c'est la philosophie de l'utilitarisme. Jeremy Bentham, philosophe politique anglais du XVIIIe siècle, a été le premier à formuler de manière claire et systématique la théorie morale utilitariste. Et l'idée de Bentham, son idée essentielle, est vraiment simple. Et elle contient un attrait moral particulièrement fort. L'idée de Bentham dit la chose suivante: la bonne chose à faire, la chose juste à faire, est celle qui maximise l'utilité. Que voulait-il dire par utilité? Il entendait par utilité l'équilibre entre plaisir et douleur, et bonheur et souffrance. Voici comment il est arrivé à ce principe de maximisation de l'utilité. Il a commencé par observer que chacun de nous
Tous les humains sont gouvernés par deux maîtres absolus, la douleur et le plaisir. Nous, les êtres humains, aimons le plaisir et n'aimons pas la douleur. C'est pourquoi nous devrions fonder la morale, que ce soit dans nos décisions personnelles ou en tant que législateurs ou citoyens, et dans la manière dont nous établissons les lois. La bonne chose à faire, individuellement ou collectivement, c'est de maximiser, d'agir de façon à maximiser le niveau global de bonheur. L'utilitarisme de Bentham est souvent résumé par le slogan « Le plus grand bien pour le plus grand nombre ». Comme on le disait, on peut dire qu'une morale équilibrée se trouve entre émotion et logique, on peut aussi dire qu'une morale équilibrée se trouve entre déontologisme et conséquentialisme. Une personne purement conséquentialiste pourrait commettre des actes totalement inacceptables au nom du plus grand bien, tandis qu'une personne déontologiste pourrait ne pas être capable de prendre la meilleure décision pour le bien commun en raison d'une trop grande rigidité morale. En gros, aucune des deux extrêmes n'est parfaite. Et je ne sais pas vous, mais à ce stade, je commençais à avoir l'impression qu'on allait inévitablement faire face à une impasse logique. Donc j'ai eu une idée. En fait, on a besoin d'une personne qui pense complètement différemment. Donc j'ai pris tous les livres de mon gourou préféré, Osho, et je les ai utilisés pour créer une IA personnalisée qui pense vraiment être Osho. Ensuite, je lui ai demandé « Donne-moi une critique percutante sur la philosophie dans le contexte de la morale. » Sa réponse va vous scotcher. Laisse-moi rire un peu avant de répondre. Parce que quand la philosophie parle de morale, c'est comme un aveugle qui donne des conseils pour traverser une autoroute. La philosophie de la morale, c'est le plus grand tour de passe-passe de l'histoire humaine. Elle a transformé la vie en devoir. Elle a transformé l'amour en obligation. Elle a transformé la beauté du spontané en une liste de lois, de règles et de normes mortes. Et les philosophes, ces juges sans cœur, assis derrière leur bureau, ont dit à l'humanité « Tu dois être bon, tu dois être juste, tu dois obéir à la raison morale. » Mais qui définit le bien? Qui définit le mal? Aristote? Kant? La Bible? Les lois de l'État? Ta mère? Il a vraiment écrit ça. Chaque philosophe a sa propre définition. Ils ne sont d'accord sur rien, sauf sur le fait que toi, pauvre humain, tu dois te conformer à leur morale. C'est du fascisme déguisé. Le philosophe moraliste ne te laisse aucune place pour la rébellion, pour l'exploration, pour la vérité vivante. Il te dit ce qui est bien et ce qui est mal, a priori, universellement et rationnellement. Il te coupe les ailes avant que tu ne puisses voler. Et toi, comme un idiot bien éduqué, tu dis merci. Moi je te dis, la vraie morale ne vient jamais d'un raisonnement. Elle vient du cœur éveillé. Quand tu es conscient, quand tu es présent, l'amour naît de lui-même. Alors tu ne voles pas, non pas parce qu'un philosophe t'a dit que c'est mal, mais parce que ton cœur ressent la violence de l'acte. Tu ne tues pas parce que tu ressens la souffrance de l'autre en toi. Tu es bon, non pas parce qu'on t'a dit de l'être, mais parce que la bonté est ton parfum naturel, une fois libéré du mental. Les philosophies morales ne créent pas d'êtres humains vertueux, elles créent des hypocrites bien dressés. Regarde autour de toi. Ceux qui parlent le plus de morale sont souvent les plus pervers. Prêtres, politiciens, professeurs de vertu. Ils parlent de lumière, mais vivent dans l'ombre. La conscience est morale. La philosophie est moraliste. C'est la différence entre la rose et le plastique. Alors maintenant choisis. Veux-tu une morale morte, venue des livres et des penseurs? Ou veux-tu une éthique vivante, vibrante, née de ton propre silence intérieur? Dis-moi, quelle sorte d'homme veux-tu être? Un bon soldat à la morale rationnelle, ou un fou de lumière, libre et brûlant, d'amour réel? Il est là pour abattre le frère. D'ailleurs, si vous voulez accéder à cette IA et lui poser autant de questions que vous le souhaitez, sans oublier toutes mes stratégies innovantes pour reprogrammer votre subconscient, grâce à l'intelligence de l'artificiel. Putain, qu'est-ce que je raconte? C'était... On recommence. D'ailleurs, si vous voulez accéder à cette IA pour lui poser autant de questions que vous le souhaitez, sans oublier toutes mes stratégies innovantes pour reprogrammer votre subconscient grâce à l'intelligence artificielle, je ne peux que vous recommander notre dernière formation, NeuroIA. Cliquez sur le deuxième lien dans la description et regardez si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Bon, que faire après cette grosse gifle que nous a mis au chaud? Je dois vous dire que je rejoins quand même l'avis de Michael Sandel sur le fait que d'être confronté à ces dilemmes et de se questionner intellectuellement sur la morale reste une étape cruciale dans le développement de la morale, même si l'aspect intellectuel a ses limites. Mais n'allez pas croire pour autant que cet exercice est inutile. Et ça tombe bien, car c'est l'heure pour le troisième dilemme impossible. Avec ce principe de l'utilité en main, commençons à le tester et examinons-le à travers une autre affaire
Une autre histoire, mais cette fois, ce n'est pas une histoire hypothétique, mais un cas réel. L'affaire de la reine contre Dudley et Stevens. Voici ce qui s'est passé dans cette affaire. Je vais résumer les faits, puis je voudrais entendre. Quel est votre jugement? Imaginons que vous êtes le jury. Un article du journal de l'époque décrivait ainsi le contexte. Aucune histoire de naufrage n'a jamais été aussi dramatique que celle des survivants du yacht, la Mignonnette. Le navire a coulé dans l'Atlantique, au sud, à 2000 km du Cap. Il y avait 4 membres de l'équipage. Dudley était le capitaine. Stevens, son second. Brooks était un marin. Tous étaient décrits comme des hommes de bonne moralité. Du moins, c'est ce que le journal nous dit. Le 4e membre de l'équipage était un apprenti matelot, Richard Parker. Il avait 17 ans. C'était un orphelin. Il n'avait aucune famille. Et c'était son premier grand voyage en mer. Il était parti avec l'ambition et l'espoir de la jeunesse, pensant que cette traversée ferait de lui un homme. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Les faits sur l'affaire ne faisaient aucun doute. Une vague a frappé le navire, et la Mignonnette a coulé. Les 4 membres de l'équipage se sont échappés dans un canot de sauvetage. La seule nourriture qu'ils avaient était 2 boîtes de navets en conserve. Pas d'eau potable. Pendant les 3 premiers jours, ils n'ont rien mangé. Le 4e jour, ils ont ouvert une boîte de navets et l'ont partagée. Le 5e jour, ils ont réussi à attraper une tortue. Avec la 2e boîte de navets, cela leur a permis de survivre encore quelques jours. Puis pendant 8 jours, plus rien. Pas de nourriture, pas d'eau. Imaginez-vous dans une telle situation. Qu'auriez-vous fait? Voici ce qu'ils ont fait. À ce stade, l'apprenti Parker était couché au fond du canot, recroquevillé dans un coin, car il avait bu de l'eau de mer, malgré les avertissements des autres. Et il était tombé malade. Et il semblait être en train de mourir. Et donc le 19e jour, Dudley, le capitaine, a suggéré qu'ils devraient tous tirer au sort, faire une loterie pour décider qui devrait mourir pour sauver les autres. Brooks a refusé. Il n'aimait pas l'idée du tirage au sort. On ne sait pas si c'était parce qu'il ne voulait pas prendre le risque ou parce qu'il croyait en des principes moraux absolus. Quoi qu'il en soit, aucun tirage au sort n'a eu lieu. Le lendemain, toujours aucun navire en vue. Alors Dudley a demandé à Brooks de détourner le regard et il a fait signe à Stevens qu'ils auraient meilleur temps de le tuer. Dudley a récité une prière. Il a dit au garçon que son heure était venue. Et il l'a tué d'un coup de canif, directement planté dans la jugulaire. Brooks, malgré son objection de conscience, a fini par manger sa part du butin. Pendant 4 jours, les 3 survivants se sont nourris du corps et du sang du jeune homme. Histoire vraie. Puis ils ont été secourus. Dudley raconte leur sauvetage dans son journal, avec un euphémisme glaçant. Je cite, « Le 24e jour, alors que nous prenions notre petit déjeuner. Un navire est enfin apparu. Les 3 survivants ont été recueillis par un navire allemand et ramenés en Angleterre, à Falmouth, où ils ont été arrêtés et jugés. Brooks a accepté de témoigner. Dudley et Stevens ont été jugés. Ils n'ont pas nié les faits. Ils ont plaidé qu'ils avaient agi par nécessité. C'était leur défense. Ils ont justifié leurs actes. Mieux vaut qu'un seul meure pour que 3 puissent survivre. Mais le procureur n'a pas été convaincu. Il a répondu un meurtre est un meurtre et l'affaire est allée en procès. Maintenant imaginez que vous êtes le jury. Et pour simplifier le débat, oublions la question de loi. Supposons que vous, en tant que jury, êtes en charge de décider si ce qu'ils ont fait est moralement acceptable ou non. Combien voteraient non coupables, estimant que leur acte était moralement justifiable? Et combien voteraient coupables,
considérant que c'était moralement inacceptable. Une large majorité. Voyons maintenant les raisons de chacun. Commençons par ceux qui sont en minorité. Écoutons d'abord les arguments de la défense de Dudley et Stevens. Pourquoi les exonérer moralement? Quels sont vos arguments? Oui. Merci. Alors, j'ai l'impression que dans une situation aussi désespérée, vous devez faire ce que vous devez faire pour survivre. Vous devez faire ce que vous devez faire. Vous devez faire ce que vous devez faire, c'est ça. Quand on y pense, après 19 jours sans nourriture, quelqu'un devait se sacrifier. Quelqu'un devait faire ce sacrifice pour que les autres aient une chance de survivre. Ok. Et en plus de tout ça, imaginons qu'ils aient survécu, qu'ils soient rentrés chez eux, et qu'ensuite ils aient fondé des œuvres caritatives ou d'autres choses bénéfiques à la société. Au final, tout le monde en aurait bénéficié. Ouais. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils ont fait après. Ils sont peut-être rentrés et... Pardon? Et s'ils étaient rentrés pour devenir des meurtriers? Si en rentrant ils étaient devenus des meurtriers? Ne voudriez-vous pas savoir qu'ils ont tué? N'est-ce pas? Ouais, c'est tout à fait vrai. Bien vu. D'accord, c'est bien. Quel est votre nom? Marcus. Marcus. Ok. On a entendu la défense. Quelques arguments de la défense. Maintenant, passons à l'accusation. La plupart des gens pensent que ce qu'ils ont fait était mal. Pourquoi? Oui. Je me demande si Dudley et Stevens avaient demandé le consentement de Richard Parker. Autrement dit, son accord avant de le tuer. Et si c'était bien le cas? Est-ce que dans ce cas-là, ça les aurait exonérés d'avoir commis un meurtre? Et si oui, est-ce que ça rendrait leur acte moralement justifiable? C'est intéressant. Un instant. Attendez. Comment vous appelez-vous? Kathleen. Kathleen. Alors, imaginons cette scène. Dudley est là, un canif à la main. Mais au lieu de prier, ou avant de prier, il dit « Parker, ça te dérange? On est affamé. Tu ne tiendras pas longtemps de toute façon. Ouais, tu peux être un martyr. Est-ce que tu veux être un martyr? Qu'en penses-tu, Parker? » Donc, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça serait moralement justifiable selon vous? Eh bien, Supposons que Parker, dans son état de semi-conscience, réponde « OK ». Je ne pense pas que ce serait moralement justifiable. Même dans ce cas-là, Non. vous ne pensez pas, même avec son consentement, que ça serait moralement justifiable? Y a-t-il des gens qui pensent qui reprendraient l'idée de Kathleen et qui penseraient que ça serait moralement justifiable? Levez la main si vous pensez que ça rendrait l'acte moralement justifiable. C'est intéressant. Pourquoi le consentement ferait-il une différence morale? Pourquoi? Oui. Eh bien, je pense que si c'était son idée dès le départ et qu'il proposait lui-même de se sacrifier, alors ce serait la seule situation dans laquelle on pourrait voir ça comme acceptable. Parce que si c'était effectivement le cas, on ne pourrait pas dire qu'il a été forcé. À l'inverse, il a peut-être subi la pression D'accord. des autres. Mais si c'était sa propre décision de mourir, alors il aurait pris l'initiative de se sacrifier, ce qui pourrait être vu comme un geste admirable. D'autres, bien sûr, pourraient être en désaccord avec ce choix. Donc, s'il avait eu cette idée de lui-même, ça serait le seul type de consentement sur lequel on pourrait se reposer, moralement. Là, ça serait acceptable. Sinon, ça serait du consentement sous pression, dû aux circonstances. Vous pensez? Est-ce que certains ici pensent que même avec le consentement de Parker, ça ne justifierait toujours pas sa mise à mort? Qui pense ça? Oui. Dites-nous pourquoi, levez-vous. Personnellement, je pense que Parker a été tué avec l'espoir que les autres membres d'équipage puissent être sauvés. Mais il n'y avait aucune raison solide de le tuer, car quand on y pense, il ne savait ni quand ni si de l'aide allait finalement arriver. Donc pourquoi passer à l'acte? Si on commence à tuer quelqu'un, est-ce qu'on continue à tuer d'autres membres de l'équipage jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul? Eh bien, la logique de cette situation semble effectivement être celle-ci. Qu'ils auraient continué à tuer le plus faible, probablement, un par un, jusqu'à être secourus. Et dans ce cas, heureusement pour eux, ils ont été secourus, du moins 3 ont pu survivre. Maintenant, si Parker avait donné son consentement, est-ce que ça aurait été acceptable pour vous? Non, Non. ça ne le serait toujours pas.
Et dites-nous pourquoi ça ne serait pas OK. D'abord parce que le cannibalisme, pour moi, est moralement inacceptable. Et donc, on ne devrait pas manger un humain, peu importe. Donc, le cannibalisme est un sujet objectionnable en soi. Mais même dans un scénario où on attend la mort naturelle d'une personne, ça resterait moralement inacceptable. Oui. En ce qui me concerne, je pense que, bien sûr, tout dépend des valeurs personnelles de chacun. Mais on ne devrait pas les imposer aux autres. Mais ça, c'est juste mon opinion. Tout le monde ne sera probablement pas d'accord avec ça. Eh bien, on va voir. Écoutons leurs contre-arguments. Et voyons ensuite s'ils ont des explications pour vous convaincre ou pas. Essayons ça. Très bien. Donc, y a-t-il quelqu'un qui peut expliquer, parmi ceux qui pensent que le consentement change tout? Pouvez-vous expliquer pourquoi cela fait une telle différence morale? Et qu'en est-il de l'idée du tirage au sort? Est-ce que ça compte comme consentement? Rappelez-vous qu'au départ, Dudley avait proposé une loterie. Supposons qu'ils aient tous accepté cette proposition. Dans ce cas, combien d'entre vous diraient que ça aurait été acceptable? Imaginons qu'ils aient tiré au sort, que l'apprenti ait perdu et que l'histoire se soit déroulée de la même manière. Qui dirait alors que c'était moralement acceptable? Donc les chiffres augmentent si on ajoute un tirage au sort. Écoutons maintenant une personne pour qui la loterie ferait une différence morale. Pourquoi serait-ce le cas? Je pense que l'élément principal pour moi, ce qui en fait vraiment un crime, vient de l'idée qu'à un moment donné, ils ont décidé que leur vie était plus importante que la sienne. C'est en quelque sorte la même base que pour n'importe quel autre crime. C'est comme si mes besoins et mes désirs étaient plus importants que ceux des autres, et donc passe en priorité. Mais s'ils avaient organisé une loterie à laquelle tout le monde avait été volontaire, alors dans ce cas-là, ça serait comme s'ils se sacrifiaient tous pour sauver les autres. Et alors ça serait acceptable. Ça reste macabre, mais Mais moralement justifiable. oui. Comment vous appelez-vous? Matt, Donc, Matt, pour vous, ce qui dérange ici, ce n'est pas tant le cannibalisme, mais plutôt l'absence de procédure équitable. oui, on peut dire ça. D'accord. Est-ce que quelqu'un qui partage l'avis de Matt peut nous en dire un peu plus sur la raison pour laquelle un tirage au sort prendrait, selon vous, cet acte moralement acceptable? Allez-y. Ce que j'avais compris à l'origine, c'est que tout le problème était que le garçon de cabine n'avait jamais été consulté. Et si quelque chose allait lui arriver ou pas, même avec l'idée de loterie, on ne sait pas si les autres l'auraient sollicité. Ils ont juste décidé que c'était lui qui devait mourir. Exactement, c'est ce qui s'est passé dans la vraie affaire. Mais si une loterie avait eu lieu et que tous avaient accepté cette condition, vous pensez que ça aurait été acceptable? Oui, car dans ce cas, tout le monde aurait participé. Alors que là, l'apprenti n'était même pas au courant que cette discussion avait lieu. Il n'y avait aucun avertissement pour qu'il puisse se dire « Eh bien, peut-être que je serai celui qui va devoir mourir. » D'accord. Maintenant supposons que tout le monde accepte la loterie. Il tire au sort, l'apprenti est le perdant, puis il change d'avis. Non, on ne peut pas changer d'avis. C'est un peu comme un contrat verbal. On ne peut pas revenir sur ça. Ça a déjà été décidé et la décision a été prise. Si on a dit qu'on allait mourir pour que d'autres puissent vivre, c'est un engagement. Et je suis sûre que si quelqu'un d'autre avait perdu à la loterie, là, il ne changerait pas d'avis. Oui, mais il pourrait très bien dire « Je sais, mais j'ai perdu ». Je pense juste que le gros du problème moral de cette histoire est que l'apprenti n'a jamais été consulté. Et le plus horrible, c'est que il n'avait aucune idée de ce qui allait lui arriver. Mais s'il avait su ce qui se passait, ça aurait été un peu plus compréhensible, je trouve. D'accord, bien. Donc, voici ce que nous avons entendu. Certains pensent que l'acte était moralement justifiable, mais ils ne sont qu'environ 20%. D'autres estiment que le véritable problème ici, c'est l'absence de consentement. Que ce soit l'absence d'un tirage au sort, d'une procédure équitable, ou, comme Kathleen l'a proposé, l'absence de consentement au moment de la mort. Et quand on ajoute la notion de consentement, là, davantage de personnes semblent être prêtes à considérer ce sacrifice comme moralement justifiable. J'aimerais finalement entendre ceux d'entre vous qui pensent que même avec le consentement, même avec la loterie, même si Parker avait murmuré son approbation à la toute dernière seconde, ça serait toujours mal.
Et pourquoi ça serait le cas? Voilà ce que j'aimerais entendre. Pour moi, vu comment est façonnée notre société, un meurtre est un meurtre. De nos jours, la société considère tous les meurtres de la même manière, et celui-ci ne devrait pas être traité différemment. Bien, laissez-moi vous poser une question. Ici, 3 vies étaient en jeu, contre une seule. D'accord. Le jeune apprenti, il n'avait ni famille, ni proches. Mais les 3 autres, eux, avaient des familles en Angleterre, des gens qui comptaient sur eux, des femmes et des enfants. Si on repense à Bentham, il disait qu'il faut prendre en compte le bien-être global, l'utilité et le bonheur de tout le monde. Nous devons faire l'addition de tout ça. Donc ce n'est pas seulement une question de 3 contre 1. Il faut aussi inclure toutes les personnes qui sont chez elles. D'ailleurs, à l'époque, l'opinion publique et la presse de Londres étaient compréhensifs avec eux. Dudley Stevens. Un journal disait, s'ils n'avaient pas été motivés par l'amour et la responsabilité envers leur famille et ceux qui comptent sur eux, ils n'auraient jamais fait ça. Ouais, mais en quoi est-ce différent des gens dans la rue qui essaient de subvenir aux besoins de leur famille et qui donc ont le même désir? Je ne pense pas que c'est différent. Je pense dans tous les cas, si je tue quelqu'un, même pour ma survie, ça reste un meurtre. Je pense que nous devrions examiner tout cela sous le même angle. Ça me semble risqué de voir ces cas différemment, comme distincts. De considérer un acte comme acceptable dans une situation particulière et dans un autre considérer le même acte comme barbare, alors que la mentalité était identique, avoir agi pour soi et sa famille. Imaginons que ça ne soit pas 3 vies, mais 30. 300. Une vie pour en sauver 300. Ou en temps de guerre, 3000. D'accord, mais ça ne change rien. Donc selon vous, Bentham se trompe en disant que la chose juste à faire est d'additionner le bonheur collectif. Vous pensez qu'il a tort sur ce point? Je ne pense pas qu'il ait tort, mais je pense qu'un meurtre reste un meurtre. Mais dans ce cas, Bentham doit avoir raison. Si vous avez raison, il a tort. Ok, alors Ok. il a tort. Merci, c'est très bien. D'accord, prenons un peu de recul sur ces discussions. Et observons combien d'objections ont été soulevées contre ce qu'ils ont fait. On a entendu plusieurs arguments pour leur défense. La défense a mentionné la nécessité, les circonstances extrêmes et, implicitement du moins, l'idée que les chiffres comptent. Et non seulement ils comptent, mais également les effets au sens large comptent. Leur famille qui les attend, ceux qui dépendent d'eux. Parker est orphelin, il ne manquera à personne. Donc, si on fait l'addition, si on tente d'estimer l'équilibre entre le bonheur et la souffrance, vous auriez des arguments pour défendre que ce qu'ils ont fait était juste. Mais ensuite, on a entendu 3 types d'objections. Nous avons entendu une objection disant que ce qu'ils ont fait était catégoriquement mal. Mike ici nous l'a dit, catégoriquement mal. Un meurtre est un meurtre, c'est toujours mal, même si ça augmente le bonheur global de la société. C'est une objection catégorique. Mais nous devons encore investiguer pourquoi le meurtre est catégoriquement mal. Est-ce parce que même un apprenti matelot a des droits fondamentaux? Et si c'est le cas, d'où viennent ces droits s'ils ne sont pas liés au bien-être collectif ou à l'utilité ou au bonheur collectif? C'est notre question. D'autres ont dit qu'un tirage au sort ferait la différence. Une procédure équitable, je cite. Et ça, on a convaincu plusieurs. Ce n'est pas une objection catégorique, à proprement dit, mais plus une façon de dire que tout le monde doit être traité à égalité, même si au final, une personne doit être sacrifiée pour le bien du groupe. Et cela soulève une autre question à investiguer. Pourquoi un accord commun à une certaine procédure, même une procédure équitable, suffit-elle à rendre n'importe quel acte résultant de cette procédure moralement acceptable? C'est notre deuxième question. Et la troisième question, c'est l'idée basique du consentement. Kathleen a introduit cette idée. Si l'apprenti matelot avait accepté lui-même, et pas sous la pression, c'est ce qui a été ajouté. Là, ça aurait été acceptable de lui ôter la vie pour sauver les autres. Et encore, plus de gens ont accepté cette idée. Et donc ça nous mène à la troisième question philosophique. Quel est le rôle moral du consentement? Pourquoi un acte consenti
fait-il une telle différence morale qu'un acte qui serait moralement inacceptable, prendre la vie d'une personne sans consentement, puisse devenir soudainement acceptable avec le consentement? Ce que vous avez sous les yeux, c'est les 6 stades du développement moral selon Kohlberg. Cette théorie explique comment notre perception du bien et du mal évolue au fil de la vie. Au premier niveau, on a ce qu'on peut appeler la morale préconventionnelle. Les enfants agissent principalement pour éviter la punition ou obtenir une récompense. À ce stade, le bien et le mal sont définis par l'autorité. Cela concerne principalement les jeunes enfants, mais environ 10% des adultes restent bloqués ici et réagissent uniquement par peur des sanctions ou par pur intérêt personnel. Ensuite vient la morale conventionnelle, où l'on cherche à être perçu comme une bonne personne et à se conformer aux attentes sociales. Les règles et les lois deviennent des repères importants pour maintenir l'ordre. C'est d'ailleurs ici que se situe la majorité des adultes, environ 80%, évoluent à ce stade. En gros, au stade du bon citoyen. Et enfin, il y a la morale post-conventionnelle qui marque une prise de recul sur les règles établies. Certains finissent par comprendre que les lois sont des conventions humaines qui peuvent être changées et améliorées pour le bien commun, mais seulement environ 10% des adultes atteignent ce stade. Parmi eux, une minorité, moins de 4% des adultes, va encore plus loin en adoptant un raisonnement fondé sur des principes éthiques universels, comme la justice et l'égalité, au-delà des lois et des conventions. En résumé, la plupart des adultes restent bloqués au stade où la morale est dictée par la société, et seule une minorité développe une pensée morale réellement autonome. Bon, je vais vous donner, selon moi, le secret pour atteindre le plus haut niveau de morale envisageable. Selon moi, c'est d'agrandir votre sens d'identité. Parce que quand on y pense, une personne sera plus facilement immorale avec un inconnu qu'avec un membre de sa famille. Car cette personne tombe dans l'illusion de la distance identitaire. Une personne aura tendance à être naturellement plus juste envers elle-même et par conséquence envers ses proches qu'elle considère comme une partie d'elle-même. Ce n'est pas pour rien que Matthieu disait « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Par contre, l'idée n'est pas de suivre un commandement par convention sociale, mais de comprendre à un degré existentiel que tu es ton prochain. Si vous êtes toujours là, si tu es toujours là, je pense qu'on peut se tutoyer à ce stade, on a appris à se connaître pendant cet épisode, et puis depuis 10 ans en fait. Donc n'oublie pas de laisser un pouce en l'air, de cliquer sur le premier lien dans la description pour t'inscrire au challenge Transformation, et moi je te dis, rendez-vous au prochain épisode.